Bonjour. Je voudrais remercier le bureau de l'AGPC de m'avoir invité à modérer cette deuxième séance de cette belle journée des pathologies qu'organisent nos amis de Casablanca. Je vous félicite. Donc on démarre par la première communication, démarche diagnostique des hépatopathies indéterminées, qui sera animée par le professeur Christophe Bureau, qui nous vient de Toulouse, l'ex-secrétaire général de la FEF. Il est devenu un grand ami du Maroc. Je voudrais en votre nom le souhaiter la bienvenue et un bon séjour à Casablanca. À toi, Christophe. Merci, Madame la modératrice, Messieurs les modérateurs. Je vous remercie d'abord, bien sûr, le comité d'organisation pour cette nouvelle invitation qui nous fait beaucoup plaisir. C'est un sujet que j'avais jamais planché. Je vous avoue que c'est assez difficile à préparer. Et je n'ai pas la prétention de vous dire ce qu'il faut faire. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait habituellement, puisque c'est essentiellement des dossiers qui sont discutés en réunion de dossiers. Donc c'est plus des points de vue, des petites histoires, parce que c'est un peu compliqué de dégager un algorithme. Ça a été dit, les détails c'est compliqué, et c'est des situations qui sont très souvent individuelles, et la réponse est évidemment pas universelle. Alors, j'ai voulu faire moderne, et puis vous allez avoir un topo sur l'intelligence artificielle, et donc j'ai interrogé ChatGPT. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'hépatopathie indéterminée? Donc vous avez ces réponses, assez bien fait, mais vous allez voir, si vous regardez le détail, c'est un peu niveau externe en médecine. C'est-à-dire qu'il faut rechercher les médicaments, rechercher les causes les plus fréquentes, examiner, interroger, effectuer quelques examens complémentaires, et donc comme souvent, avec l'intelligence artificielle, la réponse donnée dépend beaucoup de la question, et si elle est aussi vague que celle-là, vous ne serez pas très aidé, en tout cas par cet outil. Alors si vous insistez, vous dites oui, mais j'ai fait tout ça et c'est toujours indéterminé, il y a des propositions intéressantes, vous pouvez surveiller, vous pouvez éventuellement discuter de la réalisation d'une biopsie hépatique, mais ça c'est des choses que vous savez. Et bon, ce type de topo serait adapté, encore une fois, à un niveau étudiant en médecine, mais pas à des érudits comme vous. Donc, c'est pas avec ça qu'on va avancer. Alors, je vous ai résumé à peu près les questions du lundi soir. Lundi soir, pourquoi? Parce que c'est le premier jour de la semaine, et c'est sûrement ce jour-là qu'il faut faire les réunions de dossiers difficiles. À Beaujon, c'est le vendredi, je ne sais pas comment ils font. Mais à Toulouse, c'est le lundi soir. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est ça veut dire quoi indéterminé? Ça veut dire qui a fait le bilan? Probablement que le bilan ne sera pas le même si c'est un médecin généraliste qui vous l'adresse ou si c'est un éminent hépatologue. Et donc il faut s'enquérir de savoir qui vous a envoyé le patient, vérifier tout ce qui a été fait, et puis où on en est justement de cette indétermination. Donc se poser la question de qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui mérite d'être vu, ça c'est important. On va en discuter en particulier quand vous avez de l'imagerie ou de l'anapathe. Il y a les experts de l'histologie, des hépatologies indéterminées, ça ne court pas les rues. Donc, il y a parfois des examens qu'il faut revoir. Il y a parfois des examens qu'il faut refaire. On a l'exemple classique du bilan auto-immun, on y reviendra. Et puis, il faut régulièrement, au cours de ce processus, se poser la question de savoir est-ce que faut-il vraiment toujours aller plus loin, et puis jusqu'où? Et la dernière question, c'est quand on n'arrive pas à savoir, est-ce qu'on peut accepter de ne pas savoir? La réponse est oui, parce que ça va. Si vous n'acceptez pas de savoir, vous allez être malheureux dans votre exercice. Et puis, je ne suis pas sûr que ce soit un message positif, et je pense qu'il ne faut pas toujours transmettre au patient sa frustration de ne pas savoir. Alors, où on en est de ces explorations, et d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire indéterminé? On va essentiellement parler des anomalies chroniques des tests hépatiques, puisque c'est la plupart des situations, mais c'est vrai que de temps en temps, on se retrouve aussi à vous adresser des dossiers où on a des anomalies morphologiques, en particulier une circulation collatérale ou une dysmorphie hépatique. Ce n'est pas toujours des perturbations du bilan hépatique. Et là, je profite de cette image où on voit la proximité du foie et du cœur, et une des histoires de chasse.
qui nourrissent un peu, moi, mon expérience et ma réflexion dans l'abord de ces dossiers. C'était un jour des perturbations du bilan hépatique qui étaient fluctuantes. Et en fait, le diagnostic final, ça a été un myxome de l'oreillette qui venait faire clapet dans les veines hépatiques de manière intermittente et qui donnait des pseudo-Budd-Chiari. Et donc, jusqu'à l'échocardiographie, on n'avait pas fait le diagnostic de ces anomalies du bilan hépatique. Donc, un bilan étiologique, alors évidemment, la plupart du temps, vous aurez éliminé une consommation d'alcool, de médicaments, d'un syndrome métabolique pour les causes les plus fréquentes, et vous aurez fait le dépistage des hépatopathies virales et une échographie abdominale normale. On va revenir sur l'échographie. On a l'habitude de séparer ces perturbations du bilan hépatique en profils. Est-ce que c'est une cytolyse? Donc ça prédomine principalement sur les transaminases avec ce rapport supérieur à 5. Est-ce que c'est une cholestase? C'est plutôt les enzymes de la cholestase et en particulier les phosphatases alcalines, avec un rapport, quand vous le faites, qui est supérieur à 2. Et puis vous avez ces hépatopathies mixtes. Mais il faut quand même se méfier parce que, et ça a été montré dans cette étude, un certain nombre de pathologies dites plutôt cytolytiques, plutôt cholestatiques, peuvent se présenter sous des formes un peu mixtes, voire à l'opposé cholestatiques pour les formes hépatitiques ou hépatitiques pour les formes cholestatiques. Et donc il faut avoir un petit peu de nuance, toujours d'ailleurs, sur le profil et pas écarter certaines causes sous prétexte que c'est un profil typiquement cytolytique ou cholestatique. Ça, c'est un premier point. Alors évidemment, la difficulté de ce type d'intervention, c'est que les causes sont multiples, elles sont très nombreuses, et donc on ne peut pas évidemment détailler toutes ces causes. Il faut vérifier d'abord que ce soit bien des anomalies liées aux maladies du foie. Vous avez des présentations atypiques de certaines maladies du foie. Je vous ai mis les tumeurs du foie, donc le diagnostic paraît facile à l'échographie, vous me direz. Et récemment, on a eu, alors c'est un dossier très curieux, en fait, c'est un patient qui change de médecin généraliste, qui va bien, qui se plaint de rien, jeune patient de 35 ans, il change de médecin généraliste, et comme il change de médecin généraliste, il fait un bilan hépatique, et il montre une cytolyse à un peu plus de 10. Ce monsieur a un bilan d'hépatopathie classique, on ne trouve rien, une échographie normale, on ne trouve rien. Et en fait, l'IRM retrouve un cholangiocarcinome. Donc vous allez me dire, c'est une présentation assez atypique. Mais pour vous dire que quand même, une fois qu'on a écarté à peu près toutes les causes fréquentes, il faut aller jusqu'à une imagerie, au moins par échographie, refaire une échographie et souvent faire une IRM. Une des grandes difficultés, ça reste l'interrogatoire et l'exposition aux substances hépatotoxiques. On va y revenir. Vous avez le grand cadre des maladies hépatiques, mais une expression hépatique d'une maladie générale, sans nécessairement de maladie authentique hépatique. Les maladies infectieuses, donc là ça dépend aussi du contexte, de l'endroit où on est, on peut probablement que l'épidémiologie des maladies infectieuses est un peu différente en fonction du pays où on est. Et puis, vous avez les maladies rares du foie, qu'elles soient génétiques, métaboliques ou inflammatoires. Les maladies vasculaires, je ne parlerai pas beaucoup des maladies vasculaires, mais il faut savoir qu'au bout du bout, quand on fait la biopsie, quand on décide de faire la biopsie, aujourd'hui, en tout cas dans mon expérience, vous avez près d'un quart des histologies qui sont compatibles avec une maladie vasculaire du foie, donc ça reste quelque chose de fréquent, parmi les maladies rares. Alors, au tout début, il faut se sortir vite de quelques pièges et puis répéter l'interrogatoire. Quelques pièges, alors d'abord, c'est qu'est-ce que c'est que des transaminases normales? Je ne sais pas si vous avez la chance d'assister à un topo de Dominique Vallas sur les transaminases normales. Il faut le réinviter si vous ne l'avez jamais eu, ce topo. Donc d'abord, il y a des fluctuations de dosage, il y a des fluctuations physiologiques selon le nictémère, le jeûne. Un piège aussi, c'est la macroazate. Une petite histoire encore, c'est pas l'exploration de perturbations des bilans hépatiques, mais c'est quelqu'un qui ne répondait pas pour une hépatite auto-immune au traitement immunosuppresseur, et c'est une jeune femme qui ne répondait pas sur les azates. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est ma femme qui est gastro-entérologue et qui m'a dit « mais t'as fait la macroazate ?» Ben non, j'ai eu un peu les boules parce que c'était vraiment une macroazate. Bien sûr, il y a les autres types de lyses, en particulier l'hémolyse et les enzymes musculaires, donc c'est quelque chose qu'il faut penser systématiquement. Et vous avez la classique augmentation des phosphatidylcholine osseuses qui peut être un piège diagnostique. Dans les hépatopathies chroniques, mais aussi peut-être un peu plus souvent les hépatites aiguës, qui n'est pas le sujet, la grande difficulté pour moi, c'est la prise de médicaments.
ou apparentés, comme les compléments alimentaires, qui est une grande cause de perturbation du bilan hépatique chez les bodybuilders, pour la santé digestive. Si vous rentrez dans un magasin aux États-Unis, vous trouvez des rayons entiers de compléments alimentaires pour la santé digestive, et les expositions à les toxiques. Alors c'est très important, et bien entendu, quand vous avez un exemple qui est celui de l'Augmentin, qui peut donner des cholestases chroniques, l'Augmentin a été prise il y a quelques semaines, quelques mois. Bien sûr, le patient ne vous dit pas qu'il a pris des médicaments, parce qu'il l'a oublié lui-même qu'il a pris des médicaments. Donc, il ne faut pas hésiter très souvent à reprendre toutes les ordonnances, interroger le médecin généraliste. Et quelque chose qui paye assez souvent, c'est appeler le pharmacien. En général, les patients vont toujours dans la même pharmacie, et si vous appelez le pharmacien pour savoir qu'est-ce qui a été délivré dans les 6 derniers mois, vous pouvez avoir des renseignements assez intéressants. Et aussi, on a moins l'habitude, et on a beaucoup appris des pédiatres, ne jamais oublier de poser la question de la consanguinité, surtout dans les perturbations du bilan hépatique chez les sujets jeunes. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qui mérite d'être fait? Alors, classiquement, on dit qu'il faut refaire le bilan auto-immun parce que c'est assez variable selon les laboratoires. Dans mon expérience, c'est pas si fréquent que ça, mais on répète volontiers l'ensemble du bilan auto-immun avec les anticorps parfois un peu plus rares, en particulier pour la cholangite biliaire primitive, les anticorps anti-SP100, GP210. Il y a d'autres anticorps qui sont en train de sortir aujourd'hui, qui sont encore plus spécifiques de ces maladies, et particulièrement chez les patients avec des hépatites séronégatives, que ce soit des hépatites auto-immunes ou des cholangites biliaires primitives. J'ai mis en rouge l'échodoppler hépatique et l'IRM, parce qu'en fait, l'échographie, très souvent, dans l'exploration des perturbations du bilan hépatique, elle vient tout de suite. Mais elle est faite de manière pas toujours policière. Il n'y a pas toujours le Doppler. Et quand vous allez explorer, alors on vous répond assez facilement stéatose, mais par exemple pour le syndrome LPAC et les fameux signes de la queue de comète, les microcristaux, c'est des échographies qu'il faut sensibiliser. Alors évidemment, ça dépend du niveau de votre échographiste. Si vous demandez à un échographiste expert des maladies du foie, il va assez facilement regarder tout ça, mais pour une échographie parfois faite en ville, et encore une fois au tout début de les explorations, on ne va pas chercher certains petits signes qui peuvent être très frustres, des anomalies vasculaires, une collatéralité assez frustre, des contours du foie irréguliers, sans que la dysmorphie soit très importante. Et puis, pour les causes d'obstacles post-hépatiques, regardez les veines hépatiques. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, on a beaucoup de malades avec des perturbations du bilan hépatique, de la congestion cardiaque, et vous pouvez voir ces petits signes sur un échodoppler. Si vous ne demandez pas le Doppler, vous ne pouvez pas avoir ces enseignements. Le dosage de l'alpha-antitrypsine, je dirai un mot tout à l'heure aussi. Le bilan du cuivre, et vous avez ce dosage aujourd'hui du cuivre échangeable plasmatique qui apporte quand même une amélioration dans le dépistage de la maladie de Wilson, et bien entendu les éléments du syndrome métabolique. Encore une fois, rechercher des causes d'augmentation des transaminases qui ne sont pas en soi des maladies hépatiques, que ce soit la maladie cœliaque, j'en ai trouvé peu, j'en ai trouvé quelques-unes. L'insuffisance surrénale, je ne l'ai jamais trouvée, j'ai arrêté le doser de cortisol. Ce serait intéressant d'échanger avec vous, ça ne m'est jamais arrivé de trouver une insuffisance surrénale sur des perturbations du bilan hépatique. La thyroïde, c'est plus classique. Alors parfois on trouve pas d'anomalies, mais parfois on en trouve qui ne sont pas les bonnes. Il faut aussi se méfier des faux positifs. Un exemple classique, et ça on l'a vu à l'avènement de la bili-IRM, quand on a commencé à faire des bili-IRM pour explorer les perturbations du bilan hépatique, on a trouvé des tas de bili-IRM avec voies biliaires trop facilement visibles. En fait, physiologiquement, les voies biliaires, on peut les voir à la bili-IRM, et puis elles peuvent être un petit peu irrégulières, ce n'est pas nécessairement pathologique. Il y a un autre piège aussi qui est l'empreinte de l'artère hépatique sur la voie biliaire principale, qui donne une espèce de rétrécissement, mais qui est en fait juste une empreinte de l'artère hépatique, donc ça c'est un piège classique. Donc attention, il y a parfois, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, et parfois on a des mauvaises explications aux perturbations du bilan hépatique. La question c'est, faut-il vraiment aller plus loin? Alors, il y a cette étude intéressante qui est récente, qui montre en fait que en population générale, quand on a exclu les causes classiques de perturbations du bilan hépatique, vous avez... Il faut faire attention à l'échelle, hein. Je vous invite quand même à regarder l'échelle, mais la différence est significative parce que c'est 300 000 malades,
mais vous voyez qu'on est quand même sur les différences de mortalité liées à la maladie du foie qui sont très faibles. Mais la différence reste significative, autrement dit, les malades qui ont des transaminases augmentées meurent plus du foie que ceux qui n'en ont pas augmenté. Et puis le seuil est abaissé, et ça c'est ce qu'on peut voir quand vous traitez une maladie auto-immune par exemple chez une femme jeune. Vous arrivez à retrouver un niveau de transaminase qui est à 10, 12, moins de 20 très souvent. Et il faut imaginer que quand cette même femme, vous contrôlez la maladie et vous ne la contrôlez plus, qu'elle passe à 30, à 40, même si la norme du laboratoire est inférieure à 40 ou 45, il faut avoir en tête qu'en fait, elle a déjà 2 N de transaminase et donc probablement une activité de la maladie. Et donc le seuil est plutôt plus bas que ce qu'on a dans les laboratoires, et vous voyez que quand on prend des seuils plus bas, à moins de 20, vous avez déjà une surmortalité liée au foie. Alors, vous voyez que chez l'homme et chez la femme, c'est ce seuil hein, où on franchit cette surmortalité à partir de 20. C'est des choses qui sont en fait assez anciennes. Ça, c'est, je crois, une étude américaine qui date d'il y a un peu plus de 20 ans, qui avait déjà montré en fait que le niveau de transaminase, même un petit peu au-dessus de la normale, exposait un surrisque de mortalité lié au foie. Faut-il vraiment aller plus loin? Quand on trouve une maladie et qu'en plus on est capable d'améliorer le pronostic, ça c'est l'exemple de la CBP, ça a réellement un impact clinique, puisque aller trouver une CBP séronégative que vous traitez avec une réponse, vous avez une amélioration de la survie sans transplantation. Donc ça, c'est des éléments qui plaident, qui poussent à dire oui, il faut que j'aille plus loin dans l'exploration du bilan hépatique. Maintenant, on a tous en tête des patients qu'on a biopsiés avant l'ère des marqueurs non invasifs de fibrose à 20 ans, puis 5 ans plus tard à 25 ans, puis 5 ans plus tard à 30 ans, et puis 5 ans plus tard à 35 ans. À chaque anapathe, on nous a répondu hépatite lobulaire réactionnelle. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un terme toulousain, je ne sais pas comment on dit dans les autres centres, mais en gros, pas grand-chose. Pas d'évolution sur la fibrose. Tous les marqueurs sont négatifs. Est-ce qu'il faut répéter des biopsies chez ces patients? La réponse est plutôt probablement pas aujourd'hui, avec les moyens qu'on a d'évaluer la fibrose, qui est encore une fois là un élément pronostique majeur. Et quand vous êtes capable de suivre et de surveiller l'absence de développement de la fibrose, vous pouvez rassurer votre patient. Bien sûr, on va être invité à aller plus loin chez les patients jeunes, mais chez quelqu'un qui a un patient âgé, où il n'y a pas de contexte familial, où les marqueurs non invasifs de fibrose sont rassurants, qu'est-ce qu'on risque à surveiller? Il n'est pas sûr qu'il faille aller beaucoup plus loin que ce qu'on a déjà fait, ce que je vous ai déjà présenté dans le bilan hépatique. En tout cas, ce sont des perturbations chroniques du bilan hépatique. Vous avez écarté une fibrose sévère. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a le temps pour la réflexion. Il ne faut sûrement pas se précipiter sur des examens invasifs et les répéter. Alors les algorithmes, c'est bien sur le plan pédagogique, mais c'est une aide. Mais dans la situation où vous avez fait tout ce qu'il fallait déjà, vous allez voir que finalement, on s'arrête là, puisque vous aurez éliminé dans un premier temps les médicaments, les sérologies virales, vous aurez fait le bilan auto-immun. Ça, c'est pour l'exemple de la cholestase. Bien sûr, vous avez fait une imagerie. S'il n'y a pas d'anomalie à la cholangio-IRM, qu'est-ce qui reste? Là, une place pour la biopsie hépatique, pour écarter éventuellement une cholangie sclérosante primitive des petits canaux, par exemple, ou une cholangite biliaire primitive séronégative. Donc là, chez un sujet jeune avec cholestase, la biopsie se discute. Alors je fais juste un aparté sur cholangite sclérosante primitive et cholangite à IgG4, qui est un diagnostic aussi qu'il faut savoir évoquer. Moi, je n'ai pas la chance d'en avoir vu. Je n'ai pas réussi à en trouver. J'ai mon voisin de bureau qui doit les attirer parce que lui en a plusieurs. Donc il y a des petites nuances diagnostiques, sémiologiques entre les deux. Vous savez, bon, donc il faut. Alors, c'est pas indispensable au diagnostic, mais on dose des IgG4 dans le sang. Ils ne sont pas nécessairement augmentés, mais c'est un argument diagnostique. Sur l'histologie aussi, on a une augmentation des IgG4. Surtout, ce qui évoque une cholangite à IgG4, c'est évidemment une association avec une pancréatite aiguë auto-immune de type 1, qu'on peut voir en particulier à l'imagerie. Et la sensibilité à corticoïdes, le problème, c'est que les corticoïdes, ça marche souvent sur beaucoup des perturbations du bilan hépatique.
Donc, avoir en tête cette cholangite à IgG4. Pour ma part, moi, ce qui m'a le plus fait progresser dans ces 10-15 dernières années dans l'approche de ces perturbations chroniques du bilan hépatique, c'est les pédiatres. Nous, on a la chance depuis plus de 20 ans de faire des consultations de transition. On a la chance depuis plus de 20 ans de faire des staffs communs avec les pédiatres. Et grâce à eux, en fait, qui ont vraiment une culture de l'enquête génétique dans les perturbations chroniques du bilan hépatique, on a beaucoup appris. Et c'est vrai que moi j'étais réticent parce que quand vous avez un enfant de 5 ans, de 6 ans avec des perturbations chroniques du bilan hépatique, vous savez probablement que ce n'est pas le syndrome métabolique, vous savez que ce n'est pas l'alcool, vous avez écarté les virus. Si en plus on vous dit qu'il y a un peu de consanguinité, vous avez quasiment 80% de chances de trouver une prédisposition génétique, pour ne pas dire une maladie génétique. Chez l'adulte de 50 ans qui consomme un peu d'alcool, qui est un peu gros, hypertendu, encore plus diabétique, là vous avez quand même peu de chances de trouver une maladie génétique. Mais avec l'expérience, on se rend compte, particulièrement chez les sujets jeunes, qu'on trouve de plus en plus de diagnostics de prédisposition génétique à ces perturbations du bilan hépatique. Alors là, vous avez la classique, donc les transporteurs biliaires qui peuvent pour chacun être mutés. Il y en a plus, bien sûr. Donc ATP8B1, ABCB11 et ABCB4, avec des particularités pour chacune. Vous savez que sur la biologie, la gamma-GT est normale pour les 2 premières FIC. La gamma-GT est augmentée pour les mutations du gène ABCB4. Il y a des particularités imagerie, hein. Vous avez très souvent des anomalies pancréatiques au niveau de la FIC1. Il y a des particularités histologiques. Quand vous avez été jusqu'à la biopsie, la FIC3 par exemple, il y a une prolifération ductulaire alors qu'on en observe peu ou pas dans la FIC1 ou la FIC2. La fibrose est portale dans la FIC3 alors qu'elle est plutôt lobulaire dans la FIC1, FIC2. Donc vous pouvez un peu, déjà dès le staff, avoir une orientation, mais rien, la preuve définitive sera de toute façon l'enquête génétique. Ce qui est intéressant aussi dans ces atteintes, ces variants de ces différentes protéines, c'est que l'expression phénotypique est extrêmement variée et elle dépend bien sûr de la protéine, mais du type de mutation. Si elle est monoallélique, si elle est biallélique, et dans les formes les plus sévères, vous avez les FIC1, et dans les formes les plus bénignes, vous avez la cholestase gravidique qui vous a été présentée ce matin par Isabelle. Vous avez aussi la prédisposition à toxicité médicamenteuse. Donc aujourd'hui, on connaissait la FIC1, FIC2, FIC3 pour ces 3 principales mutations. Alors les pédiatres se déchirent un peu sur est-ce que c'est vraiment une FIC, est-ce que c'est pas vraiment une FIC. En tout cas, la liste là, aujourd'hui, elle est beaucoup plus longue, et on est à peu près à une douzaine de PFIC, s'il faut les appeler les PFIC, démembrés en fonction du gène muté ou de la protéine altérée. Et ça, c'est une série pédiatrique française. Vous voyez que, alors bien sûr, on ne s'attend pas à ça chez l'adulte, si on ne sélectionne pas les malades. Mais donc ça, c'était des cholestases inexpliquées chez les enfants. Donc il y avait 600 malades. Et vous voyez qu'une approche simplement d'un panel de gènes, donc là, on n'est pas sur l'exploration de tout le génome, mais juste des panels de gènes d'intérêt connus, ce qui de fait probablement sous-estime la prévalence, puisque tous ne sont pas connus. Vous voyez qu'on avait un diagnostic certain chez 28% des cas. En génétique, c'est très important. Je ne suis pas un biologiste, mais trouver une maladie, une prédisposition génétique dans 28% des cas, c'est, je trouve, très intéressant. Le diagnostic était suspecté chez 7 et incertain chez 4%. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui publié, je crois, en août 2024, les recommandations ESL sur la prise en charge de la cholestase, où il est dit que bien sûr, chez l'enfant, il faut le faire. Et chez l'adulte, à partir du moment où, encore une fois, avec un peu de nuance, on a écarté toutes les causes, il y a peut-être un contexte de consanguinité, a fortiori si c'est un sujet jeune, il faut probablement passer par une enquête génétique dans ces cholestases inexpliquées. En pratique, nous, c'est ce qu'on fait et on est actuellement sur le panel de gènes de cholestase qui est fait à Kremlin-Bicêtre. Et on trouve des choses. C'est une des figures justement du papier des guidelines de l'ASL. Et on a 2 cas récents de cholestase inexpliquée qui, en fait, ont fait le diagnostic d'un syndrome d'Alagille. Alors, le syndrome d'Alagille, c'est une maladie, quand elle est complète, puisque c'est polymalformatif, facile à diagnostiquer quand vous avez le souffle sous les aisselles,
le faciès caractéristique, les vertèbres en aile de papillon, donc le souffle pancardiaque, des dilatations des artères pulmonaires, les sténoses des artères pulmonaires, pardon, et la cholestase, la ductopénie, la biopsie. C'est facile de faire un diagnostic de syndrome d'Alagille, surtout quand vous avez la maman qui est atteinte. Mais de plus en plus, on trouve des syndromes d'Alagille complètement frustres qui s'expriment simplement par une cholestase. Et les derniers cas d'Alagille diagnostiqués dans le service, c'était grâce au panel de cholestase. On ne s'attendait pas du tout à ça. Un autre exemple aussi, c'est qu'on a trouvé une maladie de Wilson pour l'exploration d'une cholestase sur le panel de gènes, alors qu'on n'avait aucun élément sur le fer. Le diagnostic le plus fréquent qui est retrouvé, je ne sais pas si vous êtes en mesure de dire, ça reste quand même les mutations des transporteurs biliaires. Un petit mot sur le déficit en alpha-antitrypsine, c'est quelque chose qu'on regardait vite parce que c'était mon sentiment aussi, c'est pas vraiment une maladie du foie chez l'adulte. On nous adresse tous les déficits en alpha-antitrypsine, on leur fait un bilan biologique hépatique, et parfois une gamma-GT, un peu d'hépatomégalie, mais ils ont rarement de la fibrose, il y a rarement des maladies sévères. C'est une maladie sévère chez l'enfant, mais chez l'adulte, c'est une maladie pulmonaire. Pour autant, c'est tellement fréquent. Alors, vous voyez, j'ai regardé la prévalence du déficit en alpha-antitrypsine au Maroc, il y a un gradient nord-sud, hein, et en fait, il n'y a pas de données, je crois, enfin, je n'ai pas trouvé. Donc, mais c'est extrêmement fréquent, en tout cas l'hétérozygosie est très fréquente. Et ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que c'est important de le diagnostiquer. J'entends l'hétérozygosie parce que c'est un facteur de risque, c'est supplémentaire à un autre facteur de risque. Et vous voyez que complètement à droite, en fait, donc évidemment vous avez un surrisque quand vous êtes homozygote, enfin vous êtes phénotype ZZ, mais les phénotypes MZ ou SZ ont un surrisque, et ce surrisque, en fait, il s'exprime quand il y a une autre maladie chronique du foie, avec la prévalence du syndrome métabolique et de la consommation d'alcool, chez nous en particulier. Vous voyez que c'est quelque chose qui est important de diagnostiquer. C'est important de le diagnostiquer aussi pour la prévention. Ce que font les pneumos, ils le diagnostiquent très tôt, et en fait, ils font de la prévention sur le tabac, l'activité physique. Nous, on doit faire la même chose pour tous les facteurs de risque hépatique. C'est un diagnostic simple, il ne faut pas s'en priver, c'est un dosage. Dans les cas caractéristiques, vous avez ce pic en alpha-1 qui n'apparaît pas à l'électrophorèse des protides. Dans les formes un petit peu plus compliquées, on peut demander le phénotypage et plus rarement le génotypage. Donc encore une fois, c'est en tout cas, vous voyez la prévalence des anomalies des transaminases chez les ZZ, les MZ et les SZ. Donc c'est assez, quand vous voyez la prévalence de l'anomalie MZ ou SZ, c'est assez fréquent, et c'est une maladie qui va s'exprimer quand il y a un cofacteur, bien sûr. C'est l'algorithme, c'est la nouvelle définition de la stéatose inexpliquée. Donc ça, vous la connaissez tous, la nouvelle définition. On n'était pas très content de l'ancienne parce qu'elle était très restrictive. Il fallait 3 éléments du syndrome métabolique, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est plus qu'un seul, mais avec des prévalences dans certaines régions de plus de 50% d'un seul facteur, on va avoir un problème de chevauchement. Hein. C'est-à-dire qu'on va vite, et on aura raison, attribuer les perturbations du bilan hépatique à des éléments du syndrome métabolique. Ça n'empêche probablement pas qu'il faille chercher autre chose. On a parlé du déficit en alpha-antitrypsine, mais le reste aussi. Donc, cette définition qui est plus large va poser un problème de chevauchement. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, pour ces maladies qui sont bien connues des pédiatres, mais il faut y penser quand vous avez en particulier des stéatoses sévères à la biopsie hépatique, ces maladies monogéniques, ces déficits enzymatiques qui passent par des explorations fonctionnelles très souvent. C'est des cas plutôt rares. Ça nous est, chez l'adulte en tout cas, le diagnostic a souvent été fait chez les enfants. Donc, dans les causes alternatives de stéatopathie, vous avez quand même ces fameux médicaments, toujours, les causes nutritionnelles, et puis il y a un piège célèbre qui est la maladie de Wilson. Une autre petite histoire, c'est une jeune femme de 15 ans qui avait été explorée dans un autre centre avec une biopsie qui avait montré stéatohépatite, une femme qui avait ni diabète, ni hypertension, enfin c'était une jeune femme, 15 ans, hein. Et donc elle avait été étiquetée stéatopathie métabolique, sans facteur de risque métabolique, aucun d'ailleurs. Et en fait, elle avait une stéatohépatite liée à une maladie de Wilson. Alors pour ce qui est de la maladie de Wilson, on l'a dit, moi j'ai appris qu'on n'évoquait pas le diagnostic chez le sujet âgé. Bah, c'est aujourd'hui pas tout à fait vrai.
Et là encore, ça dépend probablement des cofacteurs, mais aussi du type de variant, du type de mutation de la protéine. L'expression n'est pas la même pour tout le monde. Et on fait aujourd'hui des diagnostics assez tardivement. Vous voyez que dans cette étude, il y avait plus de 7% des diagnostics qui avaient été faits à 45 ans. Donc il ne faut sûrement pas éliminer une maladie Wilson sur le seul âge. C'est les recommandations de la FEF. Le problème de la maladie de Wilson aussi, surtout dans ses formes un peu frustres, c'est que les perturbations du bilan du cuivre ne sont pas toujours marquées. Et puis il y a d'autres problèmes d'interprétation dans le bilan du cuivre, en particulier s'il y a une malabsorption, une insuffisance rénale, une inflammation sur la styryloplasmine. La cupurie restait jusque-là le marqueur le plus fiable pour faire le diagnostic, mais récemment, bien sûr il y a l'imagerie, mais ça c'est quand c'est assez typique, ou l'anneau de Kaiser-Fleischer, mais récemment donc, il y a eu le développement par une équipe française de cette technique du cuivre échangeable qui permet, dans les formes frustes, de rattraper un certain nombre de diagnostics. Et aujourd'hui, la recommandation, c'est de faire le cuivre échangeable plasmatique. Alors, il se fait aujourd'hui un peu plus, je crois, dans 4-5 laboratoires en France, peut-être un peu plus maintenant. Et on sait qu'on peut, a priori, retenir le diagnostic au-dessus du 18% et l'écarter probablement, même si aujourd'hui, on commence à voir des cas cliniques qui ont été présentés où on avait des cuivres échangeables bas, alors qu'il y avait une authentique maladie Wilson. Mais c'est en tout cas un dosage qu'on fait de manière systématique maintenant dans les perturbations chroniques du bilan hépatique inexpliquées et qui aide. Et c'est celui qui est recommandé. Une fois, j'avais appelé Dominique Vallat, il ne s'en rappelle pas. J'étais tout jeune. J'ai dit, oh là, je ne comprends pas, j'ai tous les marqueurs négatifs, j'ai fait une biopsie, comme d'habitude, c'est un peu compatible, mais jamais typique. Et puis surtout, elle a très bien répondu aux corticoïdes. Comment j'appelle ça? Il m'a dit, appelle ça, peut-être qu'il a changé d'avis depuis. Il dit, t'as qu'à appeler ça une hépatite corticosensible, puisqu'elle n'a pas les critères diagnostiques du cortico auto-immune. Donc c'est le problème de ces hépatites auto-immunes séronégatives. Donc c'est celle-là qui nous embête, c'est la maladie entre guillemets embêtante, fibrosante, qui peut en plus s'acutiser de manière aiguë. Donc qu'on aime écarter chez le sujet jeune. Donc c'est séronégatif dans 1% des cas. On a fait une fois les anticorps, on les refait à nouveau. Moi, il m'est arrivé plutôt d'avoir des anticorps positifs à l'extérieur et négatifs chez moi. Bon, il y a bien sûr l'hypergammaglobulinémie qui peut être évocatrice, mais il y a des fausses hypergammaglobulinémies, il y a plein de situations qui peuvent augmenter les gamma-globulines. Donc là, l'histologie pour faire le diagnostic, elle est indispensable. C'est une des raisons pour laquelle on fait la biopsie. Et puis, il y a ces cas aussi de cholangite auto-immune qu'on ne classe pas dans les CSP, qu'on ne classe pas dans les CBP, qui répondent parfois aux corticoïdes et qui sont difficiles à diagnostiquer. Donc là, l'histologie doit vous répondre, sinon on reste dans un mot que j'aime pas, une errance diagnostique, pour pas dire une impasse, j'aime encore le moins celui-là. Donc on peut accepter de ne pas comprendre, et je pense que là c'est une forme de bon sens, c'est-à-dire qu'on se met dans une situation, on est dans une situation où il y a peu ou pas de fibrose, il n'y a pas eu d'hépatite aiguë, les perturbations du bilan hépatique sont modérées, je ne sais pas ce que ça veut dire modéré, que tout est négatif et surtout qu'on a une élastométrie normale. Il faut exiger une IRM, il faut exiger une IRM biliaire et il faut être sûr de l'interprétation de son IRM. À ce moment-là, je crois que c'est raisonnable de discuter la biopsie hépatique au cas par cas. Donc ça, on va le faire volontiers chez les sujets jeunes, puisqu'il y a le temps d'exposition derrière qui va probablement impacter l'histoire naturelle et on a peut-être besoin de savoir. Je crois qu'aussi, c'est une sensibilité du médecin. C'est une discussion qu'on a avec le patient et je ne suis pas sûr que la décision que je vais prendre un jour sera la même que dans 15 jours. On me reproche des fois en staff de dire « Ah bah oui, mais pour le même dossier, tu avais dit qu'il fallait faire ça. » Oui, ben c'est comme ça. Mais encore une fois, dans les situations qui ne sont pas des situations aiguës, je crois que le plus important, c'est de prendre le temps de la réflexion et de discuter avec le patient. Parce que le problème de la biopsie hépatique, dans ces situations, finalement, elle vous donne rarement un diagnostic, elle vous donne un tiroir. C'est-à-dire que vous avez une hépatite chronique, réactionnelle, je ne peux pas affirmer une hépatite auto-immune. Vous avez une maladie vasculaire du foie, alors la dilatation sinusoïdale, c'est très très fréquent. Chez une femme qui prend des œstroprogestatifs, est-ce que c'est des œstroprogestatifs? J'en sais rien. Est-ce qu'on est dans les limites du foie normal ou pas? On n'en sait pas. C'est fini.
Les cholangites, tous les cas de cholangite, fibrose, donc on a vu les histoires des cholestases, on peut donner des orientations, si vous avez la fibrose portale, ça serait plutôt une FIC3, on peut faire un marqueur MDR3, etc. Mais là encore, on est plus dans le tiroir, le syndrome, que dans la vraie cause. Les stéatoses, on en a parlé, la granulomatose, je pense que vous avez une plus grande expérience que moi des granulomatoses, et puis des fois on tombe sur des cirrhoses. Ah, peut-être que les Français se demandent pourquoi j'ai mis ces images. C'est pour faire la transition avec l'intelligence artificielle. Et puis c'est une preuve que c'est le Maroc qui a inventé le couscous. Donc, vous savez que le plus ancien sapiens, il a été découvert à Djebel Irhoud, c'est là. Et l'intelligence artificielle, c'est rigolo parce qu'elle a reconstruit le visage de ce sapiens marocain. Bon, je ne crois pas qu'il faille être sûr de la coupe de cheveux. Et surtout l'intelligence artificielle politiquement correcte, pour dire qu'il faut... Une forme d'intelligence, c'est aussi de garder toujours un esprit critique envers toutes les intelligences, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Parce qu'elle c'est des jolis sapiens, mais il y a une grosse erreur, c'est que la sapiens, ça ne chassait pas pour ramener la nourriture aux mâles feignants. Et donc, elles n'auraient pas dû avoir des perches de chasse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est la femme marocaine qui a inventé le couscous. Si vous avez des questions, parole à la salle. Professeur Amalani. Le micro avec le professeur Benazius. Désolé. Allez-y. C'est bon. Micro. Dans la pratique de tous les jours, au Maroc je parle, je veux un petit peu partager l'expérience marocaine par rapport aux malades qui viennent nous voir avec des ictères, des bilirubines élevées. Je parle médecine adulte, pas en pédiatrie, je parle de l'adulte. Il y a 3 situations qui sont très fréquentes. La première, c'est bien sûr le Gilbert. On en voit souvent. Et souvent, le problème est très simple à résoudre. C'est une augmentation de la bilirubine non conjuguée et généralement, on rassure les malades. La deuxième, c'est le LPAC. Chez les adultes, je parle. Nous voyons du LPAC régulièrement. Et ça, c'est des malades qui viennent soit parce qu'ils sont cholestectomie très jeunes avec des coliques hépatiques, ou parfois on découvre de manière fortuite des petits calculs. Parfois il y a cholestase, parfois il n'y a pas de cholestase, mais c'est une situation qui est relativement fréquente dans notre pratique. Je parle au Maghreb. Il y a une troisième, je pense qu'elle est spécifique à nous, c'est la brique. La brique, on en voit. Moi, j'en ai vu 7. La brique, c'est la cholestase intrahépatique récurrente bénigne. C'est des malades jeunes, tout jeunes, avec une bilirubine à 300, ils se grattent, mais leur foie n'est pas malade. Et là, c'est important à détecter. Et le signe important qui toujours a été de mon côté, c'est la gamma-GT qui est tout le temps normale, comme d'ailleurs dans les PFIC 1, 2 et 3. Et ce sont 3 situations cliniques, je parle de tous les jours, de la vraie vie, qui sont là. Et il faudrait absolument les sortir du lot des malades qui ont des hépatopathies, parce que souvent, pour la brique, c'est bénin, et pour le Gilbert, c'est bénin. Voilà. Ça, c'est spécifique à ce que nous voyons, nous, on voit peu de PFIC parce on fait beaucoup d'adultes, peut-être parce que vous avez la chance de travailler avec les pédiatres. Non, mais je suis d'accord. D'abord, on va voir les PFIC qui vont grandir. Exact. Mais ça, bon, c'est pas un problème de diagnostic qui a été fait. Aujourd'hui, on voit quand même des frontières, c'est-à-dire que PFIC brique, c'est les mêmes protéines qui sont concernées. On peut avoir des PFIC 1, des briques 1, des PFIC 2, des briques 2. C'est juste des différences d'expression liées au type de mutation, ou si la maladie est monoallique, biallique. Le problème, c'est que le diagnostic définitif, il repose quand même sur la génétique. Exact. Ça, c'est le problème. Je crois qu'on voit beaucoup de LPAC parce que ça a été en fait démembré il y a plus de 20-25 ans. Les gens ont été assez convaincants. Mais il est possible que les briques, vous avez les toxicités médicamenteuses qui sont aussi médiées par parfois ces protéines, de transporteurs biliaires. Je pense que là on est au début du démembrement de ces maladies.
Alors c'est vrai que la brique est considérée comme bénigne, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée, mais on commence à voir des formes de transition, et je pense que de temps en temps, enfin, en fait, là où on va volontiers aller jusque dépistagétique, c'est que quand on va avoir de la fibrose, et il y a quand même de temps en temps des briques avec le temps, peut-être parce qu'il y a des cofacteurs qui vont développer de la fibrose, et là l'histologie est utile. Mais aujourd'hui, quand on déclenche le panel gène, c'est quand même toujours après une biopsie hépatique qu'il faut avoir de la cholestase à la biopsie hépatique. Madame Amarani, s'il vous plaît. Je t'entends bien. Tu as parlé des phosphatases alcalines et il faut penser il faut aussi penser à la grossesse. Oui. Moi, j'ai un cas réel d'un collègue à moi qui est venu me voir affolé. Il a fait un bilan chez sa femme. Tout était normal, sauf les phosphatases alcalines. Et finalement, c'était la grossesse. Donc, il faut faire attention aux traitements hormonaux et à la grossesse. Mais c'était un syndrome de chevauchement avec la planche d'Isabelle qui a dans son tableau rappelé les normes des phosphatases alcalines au cours de la grossesse. Vous avez changé d'avis? C'est plus une hépatite cortico-sensible. Il vaut mieux appeler un chat, comme je t'ai dit. J'ai deux questions. La première, c'est quand tu as fait le bilan complet habituel, on va dire, incluant l'élastométrie, dans quelle mesure tu te sens capable d'être très rassurant ou pas pour le patient? Je le suis toujours rassurant. J'inquiète jamais le malade. Non, je sais, mais je veux dire... Après, parfois je suis inquiet, mais j'essaye de ne pas le montrer. Alors pour toi, est-ce que tu considères... Voilà, on a fait la biopsie ou on n'a pas fait la biopsie? On n'a pas fait la biopsie encore. Comme dans ton algorithme, c'est-à-dire les plus jeunes, tu as fait la biopsie, et les autres... Élastométrie normale, je rassure toujours le patient en lui disant que il a peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas encore, il a peut-être quelque chose qui va émerger plus tard, mais qu'avec cet examen, il ne risque rien dans les années qui viennent. Donc, sous la réserve d'une surveillance régulière, qu'il revienne me voir avec un bilan hépatique semestriel, une élastométrie annuelle, je suis capable de lui dire qu'il ne risque rien, qu'il doit vivre normalement, il a une anomalie et pas une maladie. C'est à peu près le discours que je tiens. Après, il y a le niveau de transaminase. On dit que c'est vrai que si quelqu'un vient avec 400-500 de transaminase, c'est pas pareil qu'avec 35. Et chez les sujets en particulier jeunes, jamais la première fois je propose la biopsie, mais je vais assez vite engager la conversation sur la possibilité que la biopsie puisse apporter des informations supplémentaires, sans que ce soit une nécessité absolue. C'est-à-dire si on ne fait pas de biopsie, il n'y a pas de danger particulier. Le problème, je crois que c'est l'hépatite auto-immune, c'est-à-dire que l'hépatite auto-immune séronégative avec une histologie caractéristique, ça arrive. Mais c'est vrai qu'on prend peu ou pas de risque à surveiller les transaminases. Qu'est-ce qu'on craint dans l'hépatite auto-immune sans fibrose? C'est la poussée d'hépatite aiguë grave. C'est quand même pas tous les jours. Et avec une surveillance de transaminases, on ne prend pas trop de risques. Mais encore une fois, je réponds ça aujourd'hui, mais je ne suis pas capable de vous dire ce que je vais répondre à un patient en face de moi. Je trouve le plus intéressant en médecine, c'est la première fois que vous voyez le patient. C'est-à-dire que vous pouvez vous tromper sur ce qu'il faut lui dire. Donc c'est un feeling, vous dites celui-là il a plutôt envie d'être rassuré, celui-là il a plutôt envie de savoir, celui-là... Donc c'est un échange, et puis il faut revoir les gens, rediscuter à nouveau, et puis après il y a un moment opportun où vous pouvez proposer la biopsie, il y a une ouverture, il n'y en a pas. Je suis jamais de toute façon, il faut vous faire la biopsie sinon vous allez mourir, ça évidemment, voilà. Non, je crois pas que j'ai pas d'algorithme... Exactement comme toi. Je n'ai pas d'algorithme tout fait. Oui. Moi, je trouve qu'il y a un élément extrêmement positif dans ces trucs-là. Je trouve que bien, surtout peut-être pour les plus jeunes gastroentérologues ou hépatologues, c'est quand même assez angoissant comme situation. Et c'est de dire, je sais tout ce que vous n'avez pas. Oui. Et c'est important. Dire tout ce qu'on a éliminé, et c'est pour ça que je mets l'élastométrie, parce que ça permet d'en rajouter. Non seulement vous n'avez pas de cause, mais en plus vous n'avez pas de gravité. Etc. Exactement. À la fin, bon. Ma deuxième question, c'est... Ah pardon, excusez-moi, je recommence? Non. La deuxième chose, c'est tu as insisté sur le caractère
multifactoriel qui me tient énormément à cœur. C'est-à-dire, je pense que quand arrive une maladie grave du foie, c'est toujours multifactoriel, et surtout si les gens sont jeunes. Et je me demande quelle est la part prise par le multifactoriel dans ces anomalies chroniques, modérées, etc., auxquelles tu as fait allusion. Et dans le fond, quand tu as fait toutes tes recherches, est-ce que, même si tu n'as pas un diagnostic précis, est-ce que d'avoir des gènes facteurs de risque ou un déficit en alpha et antitrypsine hétérozygote, des choses comme ça, est-ce que c'est pas un début d'explication? C'est un début d'explication et ça aide à s'appuyer sur les conseils. C'est pour ça que j'ai cité le déficit en alpha-antitrypsine qui, je reste convaincu, enfin, bon, un homozygote, ça peut faire une maladie grave du foie, mais ça, même eux, c'est rare. Quand ils ont passé l'âge adulte, ils vont faire un emphysème pulmonaire. Moi, j'ai toute la cohorte des pneumologues là, qui font leur traitement substitutif. Ils n'ont pas de maladie grave du foie. Je les vois tous les ans. Comme les hémochromatoses saignées, c'est pareil. On les suit, mais ils ne font pas de maladie grave du foie. Mais c'est un élément d'ancrage pour insister sur les conseils de vie. L'alcool, le surpoids, le diabète, l'activité physique. Donc, soit j'en ai un pour m'ancrer dessus en disant vous avez une prédisposition, il ne faudrait pas en ajouter, soit j'en ai pas et je le dis quand même de toute façon. Je dis bon, ben, vous avez des perturbations chroniques du bilan hépatique qui peut-être vous exposent un jour à quelque chose. En tout cas, il ne faut pas en rajouter. C'est pour ça que vous les vaccinez contre le A s'ils voyagent, contre le B bien sûr s'ils ne le sont pas. J'ai vu la semaine dernière une patiente dans ce cas particulier, j'ai rien trouvé, mais je lui dis vous n'avez pas vacciné contre le B, vaccinez-vous contre le B. Non, c'est un élément très important de conseils, qu'on oublie parfois. On n'est pas là que pour sauver que les maladies graves, il faut sauver les maladies graves, mais la prévention c'est super important. Et c'est des messages qui... je crois qu'il faut dire qu'il ne peut rien vous arriver dans les mois ou années qui viennent. Non, autrement dit, je me demande si le titre de ta communication c'était donnez-nous un diagnostic, docteur. Et puis finalement, nous, on va pas arriver à donner un diagnostic, mais on va arriver à dire des facteurs de risque. C'est un peu trop gros, vous avez alpha, antitrypsine, machin et choses. C'est peut-être pas suffisant à soi. C'est pas suffisant, mais c'est un début d'explication. Mais on est frustré parce qu'on n'a pas un diagnostic à donner aux patients. Je pense que c'est un peu le cas c'est des briques qui fibrosent, c'est les toxicités médicamenteuses d'une mutation qui ne serait jamais exprimée. Quand on dit d'ailleurs, il n'y a pas un diagnostic génétique, je pense que pour certains, alors il y a des maladies monosomiques, etc., qui sont mais c'est pour beaucoup des prédispositions. Le LPAC, ça ne touche pas l'homme, donc c'est pas une maladie génétique. Moi, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas généticien, peut-être que je n'utilise pas les bons termes, mais je le vis comme une prédisposition génétique plus qu'une maladie génétique. C'est pas... Le débat est intéressant, mais malheureusement, on est pris par le temps.